Bien, bonjour à tous. J'ai le très grand plaisir d'accueillir parmi nous aujourd'hui le professeur Roger Puivet, qui est professeur à l'Université de Lorraine et membre senior de l'Institut universitaire de France, membre aussi du formidable laboratoire d'histoire des sciences et de philosophie, les archives Henri Poincaré, après en avoir été le directeur un certain temps. Le parcours académique de Roger Puivet est impressionnant et ne se limite pas du reste à la France, où il a aussi toujours beaucoup donné de sa personne, notamment au jury de l'agrégation de philosophie, à l'époque où je le présidais, entre 2000 et 2003. Il a également enseigné à l'Université d'Islande, Reykjavik, à l'Université Copernic de Torun en Pologne, a été tout récemment, en 2014, James Colling Visiting Professor à l'Université de St. Louis, Missouri, pour ne rien dire des innombrables conférences qu'il a données partout en Europe, aux États-Unis et en Chine. Pour se faire une petite idée des talents innombrables du professeur Puivet, je vous invite à consulter sa page aux archives Poincaré, qui est vraiment tout à fait impressionnante. Bon, en tout cas, les domaines plus particuliers sur lesquels Roger Puivet travaille sont trois domaines en particulier. La philosophie de l'art et de l'esthétique, qu'il aborde notamment sous l'angle de l'ontologie et de la métaphysique de l'art, celui de l'épistémologie, des croyances, et on lui doit en particulier un tout à fait remarquable Épistémologie des croyances religieuses, paru chez Vrin en 2013, Auxerre, en 2013, pardonnez-moi, dont la lecture, en ces temps troublés que nous connaissons, devrait s'imposer à tous. Domaine enfin de la philosophie de la religion, de la métaphysique et de la philosophie polonaise. Roger Puivet a beaucoup travaillé sur l'école de Lwów-Varsovie et sur le cercle de Cracovie. Le polonais est au demeurant une langue que Roger maîtrise à la perfection. Alors, j'indiquerai donc quelques-uns des innombrables travaux de Roger Puivet. Dans le premier domaine, esthétique et logique, l'ontologie de l'œuvre d'art, question d'esthétique, l'œuvre d'art à l'âge de sa mondialisation, une ontologie de l'art de masse, le réalisme esthétique, qu'est-ce qu'une œuvre d'art, l'ontologie de l'œuvre d'art, une tout à fait intéressante philosophie du rock, ontologie des artefacts et des enregistrements, la philosophie de la musique étant une spécialité de Roger Puivet, qui a aussi beaucoup traduit et travaillé sur les œuvres de Gerald Levinson. Dans le domaine de la métaphysique et de l'épistémologie générale, après Wittgenstein, Saint Thomas, réédité avec une nouvelle préface en 2014 chez Vrin, cette fois je ne me trompe pas, Qu'est-ce que croire, aux presses universitaires de France, philosophie contemporaine, avec Morisot, la philosophie de Nelson Goodman, et aussi plusieurs directions d'ouvrages collectifs ou de revues, en particulier, comme je vous le disais, sur la philosophie en Pologne, Vrin 2006, et Jerzy Kalinowski, Logique et normativité, avec Bastit, un numéro de Philosophia Scientiae de 2006. J'ajouterai aux innombrables talents et mérites de Roger Puivet le fait qu'il dirige aussi une collection tout à fait remarquable. Bien que les ouvrages de la collection soient de petite taille, ils sont tous absolument excellents,
Peut-être la brièveté est-elle aussi l'une des raisons de son excellence. La collection Chemin philosophique aux éditions Vrin. Et il est aussi co-directeur de la collection Esthética, publiée par les presses universitaires de Rennes. J'ai déjà eu l'occasion de citer le travail qu'il mène sur l'épistémologie des vertus, et en particulier un excellent article sur les relations entre vertus cognitives, émotions et éducation à l'occasion de notre première séance. Je voudrais indiquer aussi tout particulièrement un texte absolument remarquable, paru en anglais, Moral and Epistemic Virtues, a Thomistic Perspective, qui est la version étendue, je crois, de la conférence que Roger avait donnée au colloque qui s'était produit à l'Université de Genève, Epistemic Agency, je crois, en 2008, voilà, mais texte qui est en ligne sur sa page web et que je vous recommande vivement. C'est donc, vous en doutez, avec une grande impatience, une grande joie, une grande impatience que je lui donne à présent la parole en le remerciant encore en notre nom à tous d'être venu de Nancy pour être donc parmi nous aujourd'hui. Il va se demander, tâcher de répondre à la question de savoir quelle anthropologie il nous faut, ou il faut plus précisément, à l'épistémologie des vertus. Merci, je remercie Claudine Tiercelin pour l'invitation. Alors, je n'ai pas pu assister, pour une raison de grève des transports, à la semaine dernière au cours de Claudine et à la conférence de Stelios Virbidakis, mais je l'ai écouté sur le site du Collège de France. Et ce que je vais dire a une réelle continuité avec ce qui a été discuté par Stelios Virbidakis, mais aussi par Claudine, évidemment dans les séances précédentes, mais également dans la séance qui précédait cette conférence. Et vraisemblablement, par anticipation, avec ce qui sera discuté la semaine prochaine, certainement, puisque je vais parler de Ernest Sosa, qui sera à ma place, si je puis dire, la semaine prochaine. Par certains aspects, je vais défendre une thèse que Stelios Virbidakis a évoquée la semaine dernière et dont il a dit qu'elle posait beaucoup de problèmes. Alors elle en pose, mais je vais quand même essayer, je pense, de la défendre. L'idée générale de ce que je vais dire est la suivante. Si l'on veut enquêter sur ce qu'est une croyance légitime ou sur ce qu'est une connaissance, on a besoin de savoir ce qu'est un être humain. Et si l'on veut savoir ce qu'est un être humain, on a besoin d'une théorie de ce qui existe réellement et de la nature des choses. Autrement dit, d'une façon très générale, une épistémologie présuppose une anthropologie qui elle-même repose sur une métaphysique. Et mon projet, c'est de montrer sur quelle anthropologie métaphysique repose une épistémologie accordant un rôle fondamental aux vertus humaines. Vertus humaines. Et je vais alors commencer en présentant les principes fondamentaux de cette métaphysique sur laquelle repose, à mon sens, l'épistémologie des vertus, ou au moins la version de l'épistémologie des vertus que je suis tenté d'adopter. Premier principe de cette métaphysique, ce premier principe est le suivant. Ce qui fondamentalement existe
ce sont des substances, c'est-à-dire des entités composées de forme et de matière. Et par forme, il faut entendre une nature qui fait d'une chose ce qu'elle est. Ce qui fait d'une chose ce qu'elle est. Et par matière, il faut entendre ce qui est potentiel et peut-être informé par une nature ou par une forme. Et parmi ces substances, certaines sont des êtres humains. Dès lors, leur spécificité suppose une certaine forme qui fait leur nature. Ça, c'est pour le premier principe. Deuxième principe, comme on est au Collège de France, je peux dire des choses en latin. Agere sequitur esse, l'acte suit de l'être. Donc tout ce qui arrive à quelque chose est lié à sa nature. Soit ce qui arrive manifeste cette nature, comme lorsque la fleur en bouton s'ouvre en exhalant son parfum, soit ce qui arrive à une chose est contingent, est possible seulement en fonction de la nature de la chose. Par exemple, une fleur peut se trouver avec d'autres et composer un bouquet. Évidemment, c'est contingent pour cette fleur. Mais une fleur ne peut pas chanter ou faire un clafoutis. De ce deuxième principe, un autre principe métaphysique s'ensuit, mais il est dans le prolongement. Telle opération, telle substance. Donc, premièrement, une substance est une entité composée de deux parties. Sa forme, morphée, qui en fait ce qu'elle est, et sa matière, hulée, qui l'individualise, faisant d'elle cette chose-là particulière avec des dimensions spatiales qui sont déterminées. Donc c'est traditionnellement, on a appelé un composé illémorphique. Deuxièmement, les propriétés en général et les opérations d'une substance sont ordonnées à sa nature. Ou encore, selon le principe que l'acte suit de l'être, tout ce qui est et sera, tout ce qu'est, et sera une substance est l'actualisation de ce qu'elle est et peut être. Les deux principes métaphysiques que j'ai présentés, donc celui que ce qui existe fondamentalement ce sont des substances et que l'acte suit de l'être, composent la base d'une anthropologie qu'on pourrait dire illémorphique. De cette anthropologie s'ensuit une épistémologie où les vertus humaines jouent un rôle central. Pour comprendre ce que font les êtres humains quand ils croient ou connaissent quelque chose, nous devons réfléchir avant tout à la sorte d'être qu'ils sont. L'argument général est alors le suivant. Premièrement, croire et connaître sont des actes intellectuels propres à une sorte de substance, les êtres humains. Deuxièmement, si l'acte suit de l'être, comprendre les actes intellectuels suppose d'examiner la nature des êtres humains. Troisièmement, une vertu
Une vertu fait exceller une chose selon sa nature et permet ainsi sa pleine réalisation. Quatrièmement, certaines vertus assurent l'excellence des actes intellectuels humains et ainsi la pleine réalisation de la nature des êtres humains. Supposons maintenant une métaphysique dans laquelle la substance n'est pas un composé illémorphique, c'est-à-dire n'est pas un être composé de forme et de matière. On va dire qu'il y a deux substances dans cette autre métaphysique, l'une pensante et l'autre étendue. Une autre anthropologie s'ensuit. Les êtres humains ne sont pas alors des animaux rationnels, comme dans l'anthropologie illémorphique, mais ce sont des esprits ou des consciences. Et il est évidemment très facile de renvoyer à un célèbre passage dans la deuxième méditation de Descartes. Je cite, « Mais qu'est-ce qu'un homme ? Dirais-je que c'est un animal raisonnable ? » Et, comme vous le savez, la réponse est négative. Pourquoi ? Parce que l'important n'est pas l'être humain, mais ce moi que je suis. Et le passage est célèbre, je le cite tout de même, « Une chose, qu'est-ce donc que je suis ? Donc, une chose qui pense. Qu'est-ce qu'une chose qui pense ? C'est-à-dire une chose qui doute, qui conçoit, qui affirme, qui nie, qui veut, qui ne veut pas, qui imagine aussi, et qui sent. » Alors, je laisse de côté toute l'exégèse savante de Descartes et la façon dont ce passage doit être compris dans la perspective de l'œuvre ultérieure de Descartes, en particulier du traité des passions de l'âme et des lettres à la princesse Élisabeth, en particulier celle du 28 juin 1643. Donc je laisse de côté toutes ces choses passionnantes pour dire simplement la chose suivante. Si l'on accepte cette conception de l'être humain comme conscience, nous avons la base métaphysique et anthropologique d'une autre épistémologie. Elle possède deux caractéristiques principales. Premièrement, elle majore la réflexivité, l'examen interne des contenus mentaux par le sujet lui-même, et même leur contrôle par la volonté. Deuxièmement, dans cet examen et dans ce contrôle, le sujet est conduit à se donner des règles épistémiques, des règles pour la direction de son esprit. Et la réflexivité rend possible la régulation de l'activité intellectuelle. Et c'est cette régulation qui assure la légitimité épistémique des croyances et qui justifie la prétention à la connaissance. On peut dire alors qu'il y a deux options pour l'épistémologie. Quand on en est là, si je puis dire. Soit l'épistémologie se mue en phénoménologie de la perception, de la croyance, de la connaissance, des états mentaux en général. Et
on connaît bien cette option dans la philosophie française contemporaine. Soit l'épistémologie part à la recherche d'une liste de règles épistémologiques, une sorte de vadémécum, servant au contrôle de l'esprit par lui-même. Ce qui suppose de définir la croyance justifiée et la connaissance. C'est plutôt l'option, je dirais, qui a été retenue dans la lignée de la discussion d'un fameux article de Guettier qui a été rappelé plusieurs fois déjà. Qu'on prenne une voie ou l'autre, même si on peut préférer l'une à l'autre, pour des tas de raisons. Qu'on prenne une voie ou l'autre, la philosophie contemporaine a en fait substitué un cerveau, une réalité matérielle donc, au sujet conscient accédant à ses contenus mentaux. Mais elle a substitué ce cerveau sans renoncer non plus aux fonctionnalités d'un esprit. Et il s'est agi de préserver de telles fonctionnalités, mais en les expliquant autrement. Le cerveau est alors présenté comme possédant des fonctions cognitives. Les êtres humains sont toujours caractérisés par la conscience, mais cette conscience n'implique plus ou ne semble plus impliquer le dualisme psychophysique. Et la mystérieuse union d'esprit et du corps ne suppose pas une troisième substance, mais, si je puis dire, la meilleure compréhension de la matière pensante. Dès lors, nous avons encore une autre épistémologie, parce que nous avons une autre anthropologie, en fait. Nous avons une autre épistémologie fondée sur cette métaphysique naturaliste et sur cette anthropologie naturaliste, naturaliste au sens où il n'existe plus que des choses telles qu'elles sont définies par les sciences de la nature. Et cette nouvelle épistémologie, ou cette épistémologie supplémentaire, pourra être internaliste. Dans ce cas-là, le cerveau posséderait des fonctions métacognitives. Je peux donner un exemple emprunté au résumé d'un article de psychologie cognitive qui est assez caractéristique. Voilà, je cite. « Les êtres humains ont la capacité de construire et d'inspecter une image visuelle interne d'un environnement construit à partir d'une description verbale. Nous utilisons l'émission tomographique de positrons pour examiner les aires cervicales qui sont engagées dans le scanning mental d'une carte que les sujets construisent en lisant un texte descriptif. » Donc on voit le caractère, la possibilité d'étude de ces fonctions métacognitives du cerveau. Donc le cerveau posséderait des mécanismes ou des processus d'auto-examen et d'autorégulation. Et du coup, on ne voit pas pourquoi il ne serait pas aussi capable d'opérer l'évaluation épistémique de ses propres représentations mentales. C'était l'approche internaliste. Mais il y a aussi une autre approche. Comme la précédente, elle se fonde sur une anthropologie moniste et matérialiste. Toutefois, au lieu d'être strictement internaliste, elle est externaliste. C'est-à-dire que les fonctions cognitives mentales n'y sont pas des processus seulement internes,
Et dès lors, les relations causales avec le monde sont particulièrement mises en relief. Donc épistémologiquement, ce qu'on étudie, ce n'est plus l'examen interne des contenus de conscience, mais plutôt la réaction cognitive appropriée ou correcte du sujet à son environnement. En général, ça a conduit à mettre en question l'individualisme épistémologique qui était inhérent aux approches précédentes, soit celles qui étaient vraiment dans la lignée de Descartes, soit celles qui étaient relatives à une anthropologie naturalisée. On insiste alors sur l'appartenance des agents cognitifs à des communautés épistémiques, et l'épistémologie devient sociale. Et pour certains, les communautés composent des éléments à part entière dans le processus cognitif. Ces communautés ont en elles-mêmes des contenus mentaux, en quelque sorte. Je crois que le lien de l'épistémologie à la métaphysique est manifeste quand cette thèse se fonde sur la présupposition qu'il existe des entités collectives ou des êtres sociaux. Et le lien entre épistémologie et métaphysique est dès lors, dans ce cadre-là, plutôt une sociologie d'ailleurs qu'une anthropologie. Avec cette présentation que je viens de faire de plusieurs théories épistémologiques, je voulais montrer simplement que les contours d'une épistémologie, sans doute pas le détail, mais les contours d'une épistémologie sont dessinés par une anthropologie et une métaphysique. Souvent, l'une comme l'autre, implicites. On pourrait dire, chose suivante, dis-moi ce que tu crois être un homme, et je te dirai comment tu penses que ces croyances peuvent être justifiées et sa connaissance garantie. On a en général l'épistémologie de son anthropologie métaphysique, explicite et le plus souvent implicite. Alors, ce qui est net, c'est qu'une épistémologie des vertus, du moins ce que je vais appeler une épistémologie arétique, qui ne recouvre certainement pas tout ce qu'on appelle l'épistémologie des vertus, loin de là, se fonde sur une anthropologie ilémorphique qui, j'espère l'avoir montré au départ, n'est ni dualiste dans la lignée de Descartes, ni moniste et matérialiste comme ce que l'on a trouvé par la suite avec ces deux versions, internalistes et externalistes. En plus des principes métaphysiques que j'ai déjà présentés précédemment, l'épistémologie arétique, ce que je vais appeler l'épistémologie arétique, repose sur des thèses anthropologiques, principalement 4. Première thèse. Comme tous les vivants, les êtres humains ont une âme, c'est-à-dire un principe d'existence faisant d'eux ce qu'ils sont. Et parmi les vivants et dans le genre animal,
la spécificité des humains, c'est la rationalité. Donc l'âme rationnelle, c'est la forme substantielle d'être d'une certaine sorte. Indépendamment de toute forme, la matière, on appelle matière première dans ce cas-là, est une pure potentialité et informée par l'âme rationnelle, la matière, qui est seconde, et le corps d'un être humain, qui est le principe de ce qu'il individualise, de son individualité. Donc l'âme rationnelle, la forme du corps humain, consiste fondamentalement, pour sa part, en deux dispositions: comprendre et vouloir. Ça, c'est le premier point de cette anthropologie. Deuxième point, anthropologie évidemment très métaphysique. Deuxième point, les actes humains suivent de ce que sont les êtres humains, c'est-à-dire des animaux rationnels. C'est évidemment toujours ce même principe que l'acte suit de l'être. Certains actes passent dans les objets extérieurs. Si on coupe quelque chose, il y a quelque chose qui est coupé. Et d'autres restent dans l'agent. Par exemple, quand il comprend ou quand il veut. Et en suivant Aristote, saint Thomas explique cette distinction. C'est dans Somme théologique, première partie, prima pars 18, article 18, c'est la réponse, c'est la solution 3. Il y a deux espèces d'actions, dit saint Thomas. L'une passe dans une matière extérieure, comme chauffer ou scier ou couper. L'autre demeure dans l'agent, comme concevoir, sentir ou vouloir. Et il y a entre les deux cette différence que la première action n'est pas la perfection de l'agent qui meut, mais du sujet qui est mu. Et le sujet, c'est ce que nous appellerions aujourd'hui l'objet. La seconde, au contraire, est la perfection de l'agent. Ce qui veut dire que concevoir, sentir ou vouloir participe de la perfection de l'agent. Troisième point de cette anthropologie. Vous voyez que dans le deuxième point, ce qui fait la perfection de l'agent, ce sont des actes. Ce sont ces actes. Troisième point, ces deux dispositions, que sont la compréhension et la volonté, qui sont les dispositions d'un être rationnel, donc ces deux dispositions ne sont pas les actes d'un organe physique. La compréhension n'est pas l'acte d'un organe qui serait le cerveau, d'une chose physique, ni la volonté. Donc ne sont pas les actes d'un organe physique, mais de la personne humaine, de l'être humain comme substance. Et une vertu, c'est une disposition de second ordre participant à la réalisation du mieux possible des deux dispositions de premier ordre d'un être humain, comprendre et vouloir. C'est-à-dire, une vertu, c'est une disposition de second ordre participant à la réalisation de notre nature humaine rationnelle.
Quatrième point de cette anthropologie, la nature humaine se réalise téléologiquement. C'est la raison pour laquelle les êtres humains doivent être éduqués et qu'ils apprennent quelque chose, en particulier qu'ils apprennent à parler. Et donc les êtres humains se réalisent téléologiquement et ils sont faits, puisque c'est ça qui réalise parfaitement leur nature, pour comprendre et pour vouloir. Et par ces actes-là, les actes de compréhension, les actes de volonté, ils réalisent leur bien épistémique et moral. Ces 4 thèses anthropologiques entrent dans une métaphysique pour laquelle un être humain est une chose matérielle. Mais pour laquelle aussi le statut métaphysique de l'être humain est différent de celui des autres animaux, parce que la rationalité est son principe, cette fois, immatériel. Immatériel puisque ces 2 actes qui le perfectionnent, que sont la compréhension et la volonté, ne sont pas ce ne sont pas des actes d'un organe. Alors, ici, ce n'est pas la justification de cette affirmation ou de toutes ces affirmations métaphysiques qui m'intéressent. Ce serait très compliqué de les justifier, d'ailleurs, complètement. C'est pas ça. C'est pas de justifier la métaphysique elle-même là, qui m'intéresse, c'est ce qui s'ensuit pour ses conséquences épistémologiques. C'est-à-dire la façon dont la rationalité peut alors être considérée comme une disposition vertueuse. Dans ce cadre anthropologique, la question primordiale, c'est de savoir comment nous pouvons réaliser ce pourquoi nous sommes faits. Croire, connaître, vouloir. Et si un acte intellectuel vertueux réalise au mieux la perfection de notre nature, les normes épistémologiques sont alors déterminées téléologiquement par le bien épistémique de notre nature. Autrement dit, les normes épistémiques sont des valeurs humaines. Ce par quoi l'être humain se réalise parfaitement selon ce qu'il est. Dès lors, le rôle des vertus n'est pas celui de fonction cognitive dans cette perspective. Ce n'est pas celui de fonction cognitive comme la perception, la mémoire, l'introspection, le raisonnement. Et les vertus ne sont pas non plus, si on adopte cette perspective anthropologique, ce ne sont pas non plus de simples compétences, ce ne sont pas des skills. Et les vertus ne sont pas non plus des normes épistémiques de justification des croyances ou des conditions de la connaissance. Dans cette perspective, les vertus sont définies comme ce qui rend préférable un acte cognitif en exemplifiant une valeur. Par exemple, l'humilité,
ou le courage, ou l'impartialité. En étant dirigé vers certains biens, vers certaines fins, la vérité, la connaissance, la rationalité, les actes cognitifs vertueux réalisent alors au mieux la nature rationnelle de l'être humain. Si l'acte suit de l'être, l'acte préférable est aussi ce qu'il est préférable d'être en tant qu'agent cognitif. Alors, je crois qu'on pourrait là faire appel encore à une thèse métaphysique peut-être encore plus grandiose, qui est celle de la convertibilité de l'être, du vrai et du bien. Mais enfin, j'ai déjà suffisamment chargé la barque sans m'aventurer dans cette direction. Je peux redire ce que je viens de dire, mais d'une autre façon. Sachant ce en quoi consiste d'être un bon ou un mauvais spécimen d'une espèce, on sait aussi ce qui est bon ou mauvais pour une chose. Et sachant ce en quoi consiste d'être un bon ou mauvais agent cognitif, nous savons quelle vertu cet agent cognitif doit posséder et donc quelle doit être son attitude épistémologique, comment il doit se comporter intellectuellement. Donc la thèse défendue dans toute sa généralité, c'est la suivante. Le bien de l'intellect n'est pas différent de ce que, pour un être humain, il est bon d'être. Cette idée d'une épistémologie des vertus fondée finalement sur une anthropologie métaphysique implique que cette épistémologie, vous comprendrez aisément que cette épistémologie n'est pas complètement séparable d'une éthique intellectuelle. Donc on peut compléter le schéma général qui me guide. La métaphysique détermine une anthropologie qui détermine non seulement une épistémologie, mais en même temps une éthique de l'activité intellectuelle. Alors, vous avez dû comprendre que quand même tout ça vient dans une grande mesure de Thomas d'Aquin. Vous passez à travers une moulinette que beaucoup de thomistes ou de spécialistes de saint Thomas récuseraient, hein, mais tout de même, ça vient de lui. On pourrait objecter, mais Thomas d'Aquin distingue fermement les vertus intellectuelles et les vertus morales. Et pour lui, ce qu'il appelle les habitus intellectuels spéculatifs, ce que sont les vertus intellectuelles, ne regardent, il le dit clairement dans la Prima Secundae 57.1, ne regarde que la partie intellectuelle de l'âme. Donc, les habitus intellectuels spéculatifs rendent certes capables de contempler le vrai, mais ils ne sont pas des motivations pour l'atteindre. Alors, il est vrai que Thomas, par ailleurs, insiste sur le rôle de la prudence. Il dit, si les autres vertus intellectuelles que la prudence étant à la fois une vertu intellectuelle et morale, si les autres vertus intellectuelles que la prudence, en tant qu'habitus spéculatif, peuvent exister sans la vertu morale, ce n'est pas le cas de la prudence, parce qu'elle se situe à la jonction de l'épistémologie et de la morale. Et puis il dit aussi,
toujours dans la première partie de la seconde partie, Prima Secundae 57.1, il dit « De ce qu'on a l'habitus d'une science spéculative, on n'est pas incliné à en faire usage. On est seulement capable de contempler le vrai dans ces choses dont on a la science. Mais l'usage que l'on fait de cette science est mu par la volonté. Et c'est pourquoi la vertu qui perfectionne la volonté, comme la charité ou la justice, fait aussi qu'on se sert bien de ces habitus spéculatifs, ce que nous serions tentés d'appeler vertus intellectuelles, qui ne perfectionnent que l'intelligence. Donc, d'une part, les vertus intellectuelles et les vertus morales sont distinctes, pour Thomas d'Aquin, il n'y a pas de doute. Et il est possible, pour reprendre l'exemple qu'il donne lui-même, que Thomas donne lui-même, de dire qu'un voleur se montre intelligent dans sa rapine. Il peut faire preuve de vertu intellectuelle ou d'habitus intellectuel spéculatif dans une action mauvaise. Et en ce sens, on pourrait parler d'une neutralité axiologique de l'activité intellectuelle, du moins tant qu'on s'en tient au fonctionnement fiable des facultés et des compétences. Mais d'autre part, chez Thomas d'Aquin, les vertus intellectuelles et morales sont connexes. Elles sont connexes. Et la caractéristique essentielle de l'âme humaine, la rationalité, unifie toutes les fonctions humaines comme un principe de bien. Et non pas simplement pour nous rendre fonctionnellement fiables. L'articulation ou la connexion des vertus repose ainsi en dernier ressort sur l'anthropologie métaphysique, sur la définition de l'homme comme animal rationnel. Pour peu qu'on comprenne ce que, pour Thomas, engage la rationalité. Ce que ça engage, c'est le bien d'un être, sa parfaite réalisation. C'est la raison pour laquelle il existe chez saint Thomas des passions rationnelles, et donc un appétit rationnel, c'est-à-dire un désir de compréhension. Thomas dit qu'une vertu perfectionnant la volonté fait qu'on se sert bien des habitus intellectuels, Et il cite deux vertus qui les dirigent, ça va paraître surprenant, la charité et la justice. Alors, qu'est-ce que viennent faire dans le cadre d'une épistémologie une vertu théologale, la charité, c'est-à-dire une vertu qui nous relie à Dieu, la charité, et une vertu morale, la justice. La justice, ça consiste, de façon très générale, pour saint Thomas, ça consiste à rendre à quelqu'un son dû, et pour Aristote aussi, consiste à rendre à quelqu'un son dû. Et par élargissement, il y a justice, par élargissement, donc, on va dire qu'il y a justice quand nous nous comportons avec justesse. Donc les habitus intellectuels grâce auxquels nous formons des croyances appropriées ou des connaissances doivent entrer dans des comportements justes. Et ils ne sont vraiment des vertus, ces habitus intellectuels, qu'à cette condition.
Et dès lors, avec ses vertus intellectuelles, c'est-à-dire avec ses habitus spéculatifs ordonnés à la justice, avec ses vertus intellectuelles, nous réalisons notre nature rationnelle comme principe du bien humain. Maintenant, s'agissant de la charité, qui est une vertu théologale qui est infuse et non acquise, infuse, c'est-à-dire elle nous est donnée, hein, on ne l'acquiert pas tout seul, ni simplement par la communauté. Thomas veut dire, je crois, qu'il est fondamental que notre attitude cognitive, pour être ordonnée, parce qu'elle doit être ordonnée, soit orientée vers notre bien humain. Parce que c'est ce qui nous est demandé, d'être ordonné vers ce qui est notre bien humain, même par Dieu. C'est-à-dire que pour lui, le bien humain est fondamentalement lié à la volonté du Créateur. Bon, on peut laisser évidemment ça de côté si vous préférez. Alors, Thomas examine, dans un passage de la Somme théologique, il examine une objection qui est en gros la suivante. Il dit, puisque la connaissance ne relève pas des vertus morales, nous n'avons aucune raison de penser que la studiosité, ce qu'il appelle la studiosité, est une partie de la tempérance comprise comme ce qui nous incline au bien. Et donc, de nouveau, comme une partie de la justice et de la charité, des vertus directement connexes de la tempérance. En fait, ce qu'il examine, c'est l'objection, je dirais presque, qui lui est faite par Ernest Sosa. C'est presque comme si Sosa était au XIIIe siècle et lui disait, mais enfin, et là je cite Sosa, l'épistémologie, ce n'est tout de même pas un département de l'éthique. Et c'est surprenant quand même. Alors, il dit ça, Sosa dit ça dans un texte qui est intitulé Virtue, Epistemology, Character versus Competence, qui est publié dans un volume de Marc Alfano, Current Controversies in Virtue Theory. C'est repris dans le dernier livre d'Ernest Sosa. Le même texte est repris, donc ça date de 2015. Et donc on peut avoir une discussion, pour avoir des discussions avec Sosa la semaine prochaine, mais on peut aussi avoir une discussion entre Sosa et saint Thomas, c'est faisable. Pour Sosa, l'évaluation épistémique peut être isolée de toute considération éthique ou prudentielle. Et il dit, l'amour de la vérité ne joue qu'un rôle négligeable dans l'évaluation épistémique. Alors, vous imaginez, la charité, je ne pense pas qu'elle puisse jouer un rôle, aucun rôle. Bon. De même, ce qui suggère, de même qu'un assassin n'est pas une meilleure personne en tirant comme il faut, c'est-à-dire vertueusement en quelque sorte, avec son pistolet, un agent cognitif n'est pas moralement meilleur en étant cognitivement compétent. Et si l'idée de responsabilité joue un rôle dans l'activité intellectuelle, ajoute Sosa, c'est au titre de la conscience réflexive, c'est-à-dire de l'examen de nos raisons de croire. Et cela n'a rien d'éthique. Et il précise, je le cite, « C'est ce jugement conscient, endossé rationnellement, qui est au centre de la tradition épistémologique depuis les Pyrrhoniens en passant par Descartes. » Pyrrhon, Descartes, Sosa, qui sont dans une même tradition dans laquelle l'éthique ne jouerait pas de rôle en épistémologie. Autrement dit,
l'évaluation épistémique est affaire de contrôle conscient dans lequel les routines et les présupposés cognitifs, ce qu'on appelle aujourd'hui des biais, sont épinglés et éliminés. Et pour Sosa, les vertus intellectuelles qui constituent la connaissance ne sont pas morales, ce sont des compétences cognitives, essentiellement. Et je suppose qu'un Sosa médiéval ne compterait pas la studiosité comme l'une de ses compétences, alors que Thomas, lui, en fait une vertu qui est liée à la prudence et connexe de la justice et de la charité. Après tout, dit Sosa, la poursuite obsessionnelle de la vérité, même au prix, chez le chercheur, par exemple, chercheur scientifique, d'une dépression et d'un manque de soins personnels, de manque de soins à l'égard de sa, ou plus aucune considération pour sa femme, ses enfants, son chien. Ça serait moralement critiquable. Pourtant, cette obsession pourrait être utile, voire indispensable dans la recherche scientifique. Il n'y a pas de justice et pas de charité là-dedans. Et donc, les attitudes sociales ou morales doivent être laissées aux marges de l'épistémologie. Il ne dit même pas que ça n'a aucune importance, il dit ça en a un peu, mais comme ça, à la marge. Le centre, c'est la tradition épistémologique depuis les Pyrrhoniens en passant par Descartes. Ce n'est pas l'épistémologie des vertus au sens où ça a été présenté ici. Alors, qu'est-ce que répond saint Thomas à Sosa ? Il lui répond, je cite, « L'acte de la faculté cognitive est commandé par la faculté appétitive, qui est motrice de toutes les puissances. » Il lui répond avec de la métaphysique. Il lui répond avec de l'anthropologie, il est morphique, quoi. Ce qui signifie tout acte suit de l'être. L'acte de la faculté cognitive suit de la nature de la faculté cognitive comme disposition d'une certaine nature. Donc, pour lui, pour Thomas, il serait arbitraire de séparer complètement connaissance et motivation. Mais, bien sûr, cette réponse de Thomas présuppose une certaine anthropologie, il est morphique, comme fondement d'une épistémologie. Et c'est cette anthropologie, finalement, que Sosa n'a certainement pas faite sienne. La différence entre Thomas et Sosa, à mon sens, elle est tout entière anthropologique et métaphysique. Ce qu'est l'homme, c'est ce qui sépare les deux philosophes. L'anthropologie de Sosa suit en gros une métaphysique qui est moniste et qui est matérialiste, tout en acceptant l'idée d'un examen interne des raisons de croire et puis une conception fiabiliste de l'acquisition des croyances et des connaissances. Il se situe dans une tradition qui est, comme il le dit lui-même, à la fois sceptique et cartésienne. Tandis que l'anthropologie de saint Thomas, je l'ai dit, il est morphique. On a donc là, je ne dirais pas une différence d'époque, on a vraiment une différence de métaphysique. Poursuivons un tout petit peu encore la réponse thomiste à Sosa. Nous devons tenir compte d'un double bien. Premièrement, le bien de l'acte de connaissance qui est la vérité. Certes, il est raisonnable de penser que certaines normes sous forme de règles sont indispensables à la poursuite de la vérité. Par exemple, il ne faut pas se contredire. Il convient donc de respecter le principe de contradiction, qui serait une norme épistémique absolue.
En ce sens, nous pouvons formuler des obligations, des devoirs ou des impératifs épistémiques. Et en ce sens, la fiabilité cognitive comprend aussi la capacité d'une attitude réflexive qui est respectueuse de normes épistémiques. Saint Thomas accepterait tout ça. Mais deuxièmement, un autre bien importe dans l'acte intellectuel, c'est celui de l'appétit ou du désir dans l'exercice de l'intellection. Et saint Thomas dit que ce bien appartient à l'acte de la faculté appétitive et, je le cite, consiste pour l'homme à avoir un désir droit d'appliquer sa faculté de connaissance de telle ou telle façon à ceci ou à cela. Et c'est, dit-il, ce qui appartient à la vertu de studiosité, qui se range donc parmi les vertus morales. Et cette fois, on voit qu'avec la studiosité, ce n'est plus affaire de compétences, de règles, de devoirs épistémiques, mais c'est affaire de vertus, y compris morales. Donc la studiosité, c'est une vertu morale ordonnant notre désir dans le travail intellectuel. Et les habitus intellectuels perfectionnent les actes intellectuels, mais il nous faut, avant tout, vouloir comprendre. Et notre désir intellectuel est donc, lui aussi, à ordonner. Il doit être ordonné. La studiosité motive l'appétit intellectuel parce que saint Thomas appelle une ardeur d'intention. Alors, pour saint Thomas, le vice opposé à la studiosité, c'est la curiosité. Et c'est, entre autres, l'excès de celui qui, je cite saint Jérôme, cité par saint Thomas, celui qui se torture dans l'art de la dialectique. Mais je crois qu'il y a un vice opposé à la studiosité dont saint Thomas ne parle pas et que moi j'appellerais celui d'imposture intellectuelle. Ce que l'imposteur désire, ce n'est pas la vérité, mais l'effet de fascination ou de sidération intellectuelle produit sur ses auditeurs ou sur ses lecteurs. Et c'est la volonté, plutôt c'est le désir de l'imposteur qui est désordonné. C'est l'appétit intellectuel qui est corrompu chez l'imposteur intellectuel. Donc l'imposture intellectuelle serait, dans ce cas-là, un vice moral, mais dont les effets sont cognitifs. C'est un vice qui détourne du bien cognitif. Alors, j'ai dit, saint Thomas ne parle pas du vice d'imposture intellectuelle. Je ne sais pas s'il faut en conclure que dans la vie intellectuelle de son époque, l'imposture intellectuelle n'était pas aussi répandue que dans la nôtre. En revanche, il parle de l'orgueil intellectuel et cite le prophète Jérémie. Le prophète Jérémie disait « Ils ont exercé leur langue à proférer le mensonge, ils ont travaillé afin de mal faire. » Alors, je crois qu'il faudrait que je m'arrête. Je peux juste encore 5 minutes. Bon, alors, dans ce qui précède, j'ai présenté 2 thèses. Premièrement, la thèse qu'une épistémologie présuppose une anthropologie qui elle-même repose sur une métaphysique. Deuxièmement, la thèse que l'épistémologie des vertus, ou au moins ce que j'appelle l'épistémologie arétique, vous voyez, par exemple, du coup, Sosa n'y serait pas compris, serait pas comprise dans l'épistémologie arétique. La thèse que l'épistémologie arétique repose sur une métaphysique entrant dans une tradition, en gros, aristotélico-thomiste, ou thomistico-aristotélicienne plutôt, puisque ça consiste quand même à lire Aristote à partir de saint Thomas et pas le contraire.
Les objections ne manquent pas, je vous fais confiance, mais il y en a une qui est intéressante, qu'avait évoquée Stelios Virvilakis la semaine dernière, c'est celle de ce qu'on appelle la psychologie situationniste. C'est-à-dire les psychologues qui aujourd'hui disent ouais, le problème c'est que la notion de caractère est inutilisable pour faire des descriptions psychologiques correctes et fondées empiriquement. Dans les enquêtes, ça ne marche pas. Bon. Je ne peux pas répondre, je ne vais pas essayer de répondre. Il y a des psychologues qui disent par ailleurs que la notion de caractère fonctionne très bien. Par exemple, Christiansson, un épistémologue islandais, mais qui travaille en Angleterre, lui, il dit non, mais c'est eux qui se trompent, et il répond assez bien, je trouve, à au moins un certain nombre de critiques. Mais je laisse ça de côté. Je voudrais évoquer une objection qui me semble redoutable à tout ce que j'ai dit. C'est la suivante. S'agissant des obligations morales, on a contesté qu'elles suivent de ce que nous sommes. Et cette objection a consisté en une distinction nette entre une législation de la nature et une législation de la liberté, comme chez Kant. Mais on pourrait aussi contester qu'on puisse passer dans un argument de phrases à l'indicatif à des phrases à l'impératif. Donc tirer d'une description une prescription, comme cela a été montré par Hume, Moore, ou c'est moins connu, mais je tiens à le citer parce que j'appartiens aux archives Henri Poincaré, ça a été montré aussi par Henri Poincaré, dans un article, dans un de ses derniers textes. Si une norme morale ne se conclut pas d'un fait, on peut penser qu'une norme épistémique ne se conclut pas non plus d'un fait. Et on trouve, par exemple, cette critique que je viens de résumer là très brièvement, du point de vue épistémologique, on la trouve dans le livre de Pascal Angèle, Philosophie et psychologie, le livre de 1996, et dans de très nombreux articles depuis. Donc, à supposer même que nous puissions dire ce qu'est la nature humaine, supposons-le, qu'est-ce qui nous autorise à conclure de sa description à des obligations épistémiques ? On pourrait même ajouter un argument à cette objection qui consistera à dire que la description correcte de la nature humaine présuppose que nous ayons des normes épistémiques grâce auxquelles nous pourrons juger que la description satisfait certaines exigences épistémologiques et peut prétendre être correcte. Donc, ce qui suppose, sauf circularité épistémique manifeste, que ces normes épistémiques ne soient pas tirées de la description. Qu'on ne prétende pas comme ça tirer une épistémologie normative d'une anthropologie. Et donc la source de la rationalité, au sens où elle prend la forme de normes épistémiques, ça ne pourrait pas être la nature. Donc la question que je pose, ce n'est pas la question, je dirais, maoïste, d'où viennent les idées justes, mais c'est la question d'où vient la justesse ou la correction épistémologique des idées. Quelle est l'origine des normes épistémiques ? Placer cette origine dans la nature humaine comprise en termes d'un composé illémorphique, est-ce que ce n'est pas pratiquer à haute dose un sophisme anthropologico-métaphysique ? Alors, je crois que la difficulté est vraiment pas mince, et je vais juste esquisser une réponse. À mon avis, on doit distinguer deux sortes de dépendance. Une dépendance logique et une dépendance ontologique. Ça, c'est très général. Et la thèse qui a été proposée auparavant, et que l'objection que j'ai faite entend terrasser,
ne consiste pas à affirmer qu'on peut déduire les normes épistémologiques de la nature de l'être humain en passant du fait à la norme. Parce que là, je pense qu'on tomberait sous le coup de l'objection. Donc ce n'est pas un naturalisme de cette sorte qui finalement est fort commun aujourd'hui, quand par exemple on prétend opérer une réduction naturaliste des normes, que ce soit en morale, en logique ou en épistémologie. La thèse d'un fondement anthropologique de l'épistémologie signifie une dépendance non pas logique mais ontologique des vertus à la nature humaine. Et cette dépendance signifie que l'activité intellectuelle comprend des valeurs de rationalité qui sont celles-là même de notre nature humaine. Mais ce n'est pas une réduction des normes à la nature. Pour mieux m'expliquer, je vais faire une comparaison. Une comparaison que j'emprunte dire quelque chose qui relève de l'histoire des sciences, c'est juste pour faire plaisir à mes collègues des archives Poincaré. Le Verrier, je vais dire vraiment l'histoire des sciences au ras des pâquerettes, le Verrier a constaté certaines irrégularités, comme vous le savez, dans l'orbite d'Uranus. Et il en a conclu à l'existence de Neptune. Mais ensuite, ayant donc découvert Neptune, il peut renverser l'ordre logique et passer à un ordre ontologique. De l'existence de Neptune, il peut en conclure aux irrégularités de l'orbite d'Uranus. Donc, par analogie, nous sommes conduits d'abord à rechercher les normes épistémiques qui sont constitutives de la connaissance. À cette étape, il n'est pas nécessairement encore question de la nature humaine, mais bien de ce qui assure la légitimité de nos croyances et de nos connaissances. Mais ensuite, nous pouvons nous demander d'où vient que nous suivons ces normes. Pourquoi ce sont les bonnes ? Et même pourquoi c'est important que nous les suivions. Et on peut alors dire, est-ce que ce ne serait pas qu'elle manifeste notre nature et la perfectionne ? On a renversé l'ordre, on est passé de l'ordre logique à l'ordre ontologique, en inversant. Et on est conduit à dire que nous soyons rationnels dans notre activité intellectuelle, ce n'est pas contingent, et encore moins moralement indifférent. Et ce n'est pas non plus métaphysiquement indifférent. Et vous voyez que si ce que je viens de dire est correct, alors on n'est pas obligé de renoncer, si on accepte l'épistémologie arétique, à l'épistémologie traditionnelle ou classique. C'est simplement que l'épistémologie classique ou traditionnelle va nous mettre en évidence un certain nombre de normes que nous devons suivre, et qu'ensuite on inverse et on se demande, oui, mais qu'est-ce qu'il y a de si important à les suivre ? Pourquoi elles sont bonnes ? Et qu'alors, on peut faire apparaître le rôle d'une nature humaine, d'une anthropologie illémorphique, et de ce genre de choses. En tous les cas, dans l'interprétation qui a été donnée ici des vertus de l'épistémologie arétique, les vertus manifestent à la fois ce que nous devons faire et ce que nous sommes. Elles sont à la fois prescriptives et ontologiques. Et nous pouvons alors affirmer l'existence d'une dépendance des normes épistémiques à l'égard de notre nature humaine, en particulier de ce qui la caractérise, la rationalité, dépendance ontologique. Mais il reste, c'est ce que je cherche à dire depuis le début, que ce ne sont pas ces normes qui font de nous des êtres rationnels, mais c'est parce que nous sommes des êtres rationnels, parce que nous avons une nature rationnelle, que nous pouvons et même que nous devons avoir ces normes-là. Et aussi
que ces normes s'inscrivent dans l'exercice des vertus. Je vous remercie. Merci beaucoup, Roger. Alors, je ne vais pas procéder comme